Eh bien, bonjour à tous, c'est Kevin Châtelain. Aujourd'hui, nous allons étudier Danah Boyd et les médias sociaux. Alors, pour cela, nous allons étudier deux textes. Le texte A, ce qu'implique de vivre dans un monde de flux, et le texte B, vivre avec, dans et autour de l'information. Alors, tout d'abord, une question, qui est Danah Boyd? Danah Boyd est née en 1977 en Pennsylvanie. Elle est une chercheuse américaine en sciences humaines et sociales, mais c'est aussi une blogueuse. Ses recherches. Elle a fait des recherches sur les médias sociaux, leur utilisation notamment par les jeunes. Aussi en sciences sociales, notamment sur le web, et ses recherches ont été exposées à New York à la Web Expo 2.0. Alors, Danah Boyd a observé une transformation du web. Ce qu'elle veut dire par là, c'est que le web a changé. Il est passé d'un média de diffusion à un média de réseau. Alors, diffusion, ce qu'elle veut dire par là, c'est qu'il n'y avait au début qu'un seul émetteur, un émetteur d'information. Et aujourd'hui, le web a changé dans le sens où on a aujourd'hui des réseaux et non plus des diffusions. C'est-à-dire qu'on est passé à un seul émetteur à environ une infinité d'émetteurs. C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui peut diffuser ce qu'il en veut. Alors cela a eu un impact sur notre utilisation d'Internet, mais aussi un impact sur comment l'information circule aujourd'hui. Et donc c'est ce sur quoi Danah Boyd s'est intéressé dans sa conférence. Qu'est-ce que ce changement a provoqué? Eh bien, les conséquences de ce changement, tout d'abord, c'est que tout le monde peut créer du contenu et le diffuser. Que ce soit par les avis, un commentaire, un post sur les réseaux sociaux, etc. Ce qui provoque directement une plus grande liberté d'expression. Tout le monde aujourd'hui peut donner son avis. Ce qui fait aussi que les chaînes de distribution n'ont plus le monopole de la diffusion. Le pouvoir n'est plus aujourd'hui de posséder les grandes chaînes d'information comme c'était il y a longtemps, mais aujourd'hui c'est le pouvoir de l'attention. Maintenant, c'est le fait de posséder et d'exploiter ce qu'on appelle l'attention. Ça, le magazine Le Time l'a bien compris. C'est pour cela que durant une année quelconque, il avait désigné You, donc vous, en employé du mois. Il a bien voulu faire comprendre à, au lecteur l'importance et donc que ce lecteur avait dans l'économie du journal. C'est donc pour cela que j'ai pris cette citation du texte. Votre attention est précieuse, elle vaut de l'argent. Et oui, car depuis l'émergence du web en réseau, on a une réelle économie de l'attention. Le changement a été exposé par 4 idées que Danah Boyd traite dans son exposition. La première idée, c'est la démocratisation. Alors, tout le monde aujourd'hui peut diffuser du contenu. On peut naïvement se dire que l'attention est logiquement répartie équitablement, du fait qu'aujourd'hui tout le monde peut créer et diffuser son contenu. Eh bien, ce n'est pas le cas. On peut ensuite se dire que cela va être basé sur ce qu'on appelle la méritocratie. On va donner son attention à ce que l'on considère de bien et de bénéfique pour nous ou pour la société. Eh bien, toujours pas. Mais l'attention, elle, dépend de certains facteurs. Ces facteurs, si l'on les prend dans l'ordre, le facteur le plus logique, c'est la langue du contenu. En effet, plus on va avoir de locuteurs, plus l'attention potentielle sera grande. Si l'on prend l'exemple de la langue chinoise ou anglaise, les contenus qui seront dans cette langue auront plus de chances
d'être viraux qu'un contenu qui sera par exemple dans une langue française, car cette dernière possède moins de locuteurs. La deuxième idée, c'est la stimulation. Danah Boyd nous expose que l'attention va dépendre de la stimulation. Alors ce qu'on appelle stimulation, ça va par exemple être un contenu qui sera violent, sexuel, humiliant, dégradant, etc. Cela va provoquer une réaction de notre cerveau, et c'est pour cela qu'elle le considère et qu'elle le compare à l'obésité. La consommation de contenu va être de moins en moins bénéfique, comme on pourrait le faire avec de la nourriture. On va consommer de la nourriture de moins en moins bénéfique pour notre corps, mais qui nous stimule de plus en plus. On peut caractériser cela avec un schéma. D'un côté, l'être humain, il va consommer des graisses et des sucres, car ils sont rares dans la nature. C'est donc pour le cerveau un besoin de les saisir quand il en a. Et une trop grande consommation peut entraîner des dangers comme l'obésité. Sur Internet, c'est la même chose. Le contenu stimulant va être ces graisses et ces sucres. Ils vont être rares sur Internet, et c'est pour cela que ces derniers vont directement capter notre attention. L'équivalent avec l'obésité, c'est que ces contenus sont faciles d'accès et non bénéfiques pour nous. On va en consommer une grande partie, et c'est ce qui va nous rendre dépendants à ces derniers et créer un humain obèse de mauvaises informations. Alors la stimulation fonctionne aussi avec les rumeurs. En effet, les rumeurs sont des contenus qui sont très mauvais pour nous, mais qui nous stimulent. Autrefois, c'était une méthode qui nous permettait de nous rapprocher des gens. On pouvait obtenir des informations sur n'importe qui, par exemple votre voisine. On pouvait savoir ce qu'elle fait dans sa vie, et cela pouvait, pourquoi pas, nous permettre de se rapprocher de cette personne. Sauf que cela n'est plus possible sur le web. Aujourd'hui, on peut connaître la vie de A à Z d'une célébrité, par exemple, mais cette célébrité, elle, ne nous connaît pas. C'est ce qu'on appelle une relation parasociale. Et c'est quelque chose qui est aujourd'hui très présent sur Internet et qui a été une des grandes conséquences de ce web 2.0. Ensuite, une troisième grande conséquence de ce web 2.0, c'est ce qu'on appelle l'homophilie. L'homophilie, c'est un comportement que beaucoup d'humains apportent sur le web, c'est de créer un groupe ou un réseau. C'est un groupe ou un réseau centré autour d'une même passion ou d'un même point de vue, et qui est malheureusement souvent aveugle aux autres points de vue et aux autres groupes aussi. L'homophilie fragmente la société en différents groupes de vision sur le web. Le grand problème entre ces groupes, c'est le manque de communication. Chacun va se conformer à son idée et ne va pas essayer de s'ouvrir à d'autres points de vue. C'est ce qui s'est passé dès qu'ils ont pu librement communiquer. Cela a provoqué la création de groupes. Et cela a une conséquence, c'est que cela a créé divers malentendus. Alors Danah Boyd a eu un exemple pour cela. Après avoir fait une étude sur le réseau social MySpace, elle s'est rendue compte que beaucoup de gens pensaient que sur MySpace, on ne trouvait que des personnes chrétiennes, et que donc c'était un réseau social chrétien. Eh bien cela n'est pas du tout le cas, et c'est qu'en fait, sur MySpace, énormément de gens avaient pour habitude de mettre des citations bibliques dans leur biographie. Les personnes extérieures à MySpace ont alors pris ce groupe comme l'intégralité de la population de MySpace, ce qui était une erreur et qui a provoqué ce malentendu. C'est ici une des grandes conséquences
de ce caractère homophile. Alors la solution de cela que Danah Boyd apporte, ça serait de se rendre sur Twitter, car Twitter serait le seul endroit épargné par cette homophilie. Les hashtags permettraient de voir au-delà des groupes, et c'est donc comme ça qu'elle s'est rendue compte que la technologie renforce les clivages sociaux. La technologie fragmente la société en groupes. La quatrième et dernière idée que Danah Boyd traite dans son exposition, c'est le pouvoir. Le pouvoir aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est l'attention. Le pouvoir, c'est être capable de commander, de retenir et de diriger l'attention. Aujourd'hui, donner de l'attention à une personne, c'est lui donner du pouvoir. On a vu alors émerger de nouvelles personnes qu'on appelle des courtiers de l'information. Ce sont en fait des intermédiaires entre les créateurs et le public, et ces personnes souvent s'approprient le contenu du créateur et le diffusent, bénéficiant alors de la visibilité du contenu lui-même, mais ce contenu et cette visibilité ne revient pas au créateur, mais à ce courtier qui en a profité, des fois et très souvent illégalement. Alors, cela nous donne une vision de l'économie sur le web qui est compliquée. Au début, avant le web 2.0, c'était plutôt simple. Il suffisait de certaines coupures de pause dans le flux d'informations pour disposer une publicité. Mais aujourd'hui, c'est plus difficile. Sur un web en réseau, ça devient très difficile puisque finalement, cela reviendrait à monétiser la sociabilité des gens. Ce que aujourd'hui, il est très difficile de faire en restant dans un cadre légal. Mais finalement, on ne fait pas cela seulement sur Internet, puisque dans la vraie vie aussi, on monétise sa sociabilité. On va par exemple, entre amis, aller dans un bar. Aller dans un bar et consommer des produits, et donc donner de l'argent à ce bar. C'est grâce donc à notre sociabilité que ce bar aura eu de l'argent aujourd'hui. Alors la technologie aujourd'hui a d'énormes conséquences. Le web 2.0 par exemple, Danah Boyd l'a expérimenté. En 2010, pendant sa conférence et son exposition de ses recherches, elle a décidé de projeter les tweets du public sur l'écran. Alors, cela ressemble à peu près à cela, et ces messages, pour une raison quelconque, sont devenus très vite haineux. C'est ce qu'on appelle des messages en back-channel, et c'est une façon au public de devenir actif. Alors, ce qui se passe, c'est que pendant cette conférence, Danah Boyd a perdu l'attention du public, car les messages haineux, qui se moquaient d'elle et qui l'insultaient, sont devenus le centre de l'attention. L'attention est alors partagée entre le public et l'orateur, et comme on le sait, les informations négatives ont plus de chances de lier un groupe. Ce qui a alors provoqué quelque chose que Danah Boyd a observé, c'est qu'en fait, la distance qui sépare le groupe et l'orateur, donc le groupe, le public, eh bien cela le modifie totalement. La distance va alors modifier la foule, et c'est ce que Danah Boyd a observé. Elle a observé ce qu'on appelle la désinhibition sociale. La désinhibition sociale se caractérise en 6 critères qu'on peut voir ici. Tout d'abord, l'anonymat, le fait que l'orateur ne vous connaît pas, l'invisibilité, l'orateur ne vous voit pas, le caractère asynchrone, l'orateur verra votre message plus tard, l'introspection, se dire que finalement c'est juste dans votre tête, le caractère dissociatif, de se dire que finalement ces commentaires sont juste un jeu, et le fait de minimiser son autorité, de se dire que de toute façon, chaque propos est égal à un autre.
et de se dire donc que mon commentaire n'aura pas d'impact sur cette personne. Alors, ce qui se passe, c'est que depuis le web 2.0, on a de plus en plus de personnes sur Internet. Et donc la majeure partie des personnes et du public pendant les conférences en ligne se retrouvent sur Internet. Si par exemple on a une centaine de personnes dans la salle, on peut avoir très bien un millier de personnes sur le web. Et donc ces personnes vont agir totalement différemment, vont avoir une plus grande assurance vis-à-vis des commentaires qu'ils posteront, qu'ils soient dans le public physique ou dans le public en ligne. Et c'est donc cela, la désinhibition sociale, que Danah Boyd a observé. Elle a en fait observé que la distance entre l'orateur et le public modifie la foule. Nous allons maintenant actualiser les recherches de Danah Boyd. Alors, tout ce qu'on a dit aujourd'hui est très présent sur Internet. On peut par exemple prendre l'exemple des influenceurs sur YouTube qui utilisent et vivent de l'attention. Si l'on leur retire l'attention, s'il ne serait tout simplement personne. Les contenus stimulants ici peuvent être des contenus que l'on va retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit les conflits, les bagarres, les rumeurs, etc. Donc les rumeurs vont être sur les personnes souvent célébrités. Maintenant, l'homophilie est aussi très présente, que ce soit sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Snapchat. On retrouve des groupes qui vont être centralisés autour d'un même point de vue. Et les backchannels aussi se retrouvent sur YouTube et Twitch, des plateformes où l'on peut diffuser du contenu en live. On observe alors très souvent des commentaires qui peuvent devenir haineux et très violents. C'est pour cela que Danah Boyd propose qu'il faudrait finalement des éléments qui nous permettraient de la modération des lives, ce que l'on retrouve aujourd'hui sur YouTube. Alors, mon avis sur les textes, tout d'abord les points positifs et les points négatifs. Tout d'abord, c'est un sujet qui est intéressant. Il est moderne et donc est très facile d'accès. On peut s'y intéresser facilement et cela nous propose de comprendre mieux comment le web aujourd'hui a évolué. Cependant maintenant, les textes se répètent et leur structure est plutôt ambiguë. On a l'impression de se relire finalement et on ne sait pas vraiment où l'on va. Je vous remercie de votre attention. C'était donc Danah Boyd et les médias sociaux et je vous souhaite une bonne journée.